Vote qui s'annonce quasi unanime. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la classe politique française est opposée au traité du Mercosur, de la gauche radicale à l'extrême droite. Pourquoi les députés vont-ils rejeter l'accord? Cet accord présente des risques pour certains secteurs vulnérables. Ils craignent des effets négatifs sur des filières agricoles ou alimentaires. Ils dénoncent une concurrence déloyale. D'autres s'inquiètent des effets sur l'environnement et la santé. La France peut-elle bloquer l'accord au niveau européen? Seule, la France ne peut pas bloquer cet accord. C'est la Commission européenne qui négocie le traité et qui présentera un texte aux 27 États membres. Pour être adopté, au moins 15 pays représentant 65% de la population européenne doivent le soutenir. Quel avenir pour cet accord? Le vote des députés français aujourd'hui sera avant tout symbolique. Mais il pourrait permettre à Paris de maintenir son bras de fer avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Le prochain sommet du Mercosur se tiendra début décembre en Uruguay. Justement, je vous propose qu'on aille à l'Assemblée nationale, puisque je vous le disais, une fois n'est pas coutume, la classe politique française fait front commun et s'oppose à ce traité de libre-échange défavorable à nos agriculteurs. Un débat et un vote ont lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale. Gilles Papin, quelle est l'ambiance cet après-midi ? Écoutez, pour l'instant, ce sont encore les questions au gouvernement, mais c'est à la suite de ces QAG que s'ouvrira ce débat sur le traité de Mercosur. C'est Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui prendra la parole en premier, suivie de Sophie Primas, la ministre déléguée au commerce extérieur. À noter que les groupes parlementaires ont demandé la présence de Michel Barnier dans l'hémicycle, mais ça ne devrait pas être le cas. Le premier orateur de groupe sera le communiste André Chassaigne. Chaque groupe aura droit à 10 minutes d'intervention, sauf la droite républicaine de Laurent Wauquiez et le Rassemblement national qui, eux, pourront parler 15 minutes. Et le groupe EPR de Gabriel Attal s'exprimera, lui, 35 minutes. À l'issue des débats qui devraient durer au moins 3 heures, un vote aura lieu, mais on l'a entendu dans le sujet, ce sera un vote uniquement consultatif. Mais pour autant, le gouvernement espère bien un vote unanime, car contre ce traité, tel qu'il est proposé actuellement, ça lui donnera du poids et une légitimité pour entamer un bras de fer face à la Commission européenne et tenter de faire modifier cet accord, car seule la Commission européenne est habilitée à traiter et à négocier les accords commerciaux dans l'Union au nom des 27. Merci beaucoup Gilles. Gilles Papin, en direct de l'Assemblée nationale à Paris. Merci à vous. J'accueille mes invités en plateau. Mathilde Dupré, bonjour. Co-directrice de l'Institut Veblen, think tank sur les réformes économiques, sur la transition écologique. Merci d'être avec nous cet après-midi. Arnaud Aimé, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des transports et de l'automobile chez SIA Partners. Merci d'être avec nous cet après-midi. Et nous sommes en duplex avec Camille Harel. Bonjour. Chef de rubrique consommation, grande distribution, magazine Capital. Merci d'être en direct avec nous. Peut-être une question politique sur ce qu'on vient d'entendre. Gilles, on a vu que c'est un vote symbolique, qui ne peut pas changer grand-chose, mais qui peut quand même donner du poids à la position de la France. Exactement, c'est exactement l'objectif. On sait qu'on connaît les règles de ratification, elles ont été rappelées dans le sujet. Il faut 4 pays qui représentent 35% de la population européenne. Maintenant, ça c'est la règle du fonctionnement des institutions européennes. Il y a l'esprit. L'esprit, c'est que rarement, même jamais, de grandes réformes comme ça ont été adoptées en dépit de l'opposition d'un des grands pays de l'Union, la France, l'Allemagne, voire l'Italie. On a souvent parlé de cette Europe technocratique qui faisait fi de la volonté des peuples. On se rappelle qu'après le rejet du traité constitutionnel européen, il y a eu ce fameux traité de Lisbonne où on a donné l'impression de passer par la fenêtre alors que les Français avaient dit clairement qu'ils n'en voulaient pas. Là, c'est l'idée est de montrer que le peuple français, unanimement, on verra le résultat, mais en gros unanimement, par la voix de tous ses représentants, ce peuple qui se chamaille toujours, qui n'est jamais d'accord sur rien, et bien là, le peuple français, massivement, montre à Bruxelles qu'il est contre ce traité, histoire de dire à Ursula von der Leyen et au Conseil européen, vous ne pouvez pas faire l'Europe des peuples contre la volonté des peuples. Alors d'accord, les règles ne seront peut-être, on ne sait pas ce que sera l'équilibre européen, peut-être que la minorité de blocage ne sera pas rétablie, mais ça permet de montrer aux autorités européennes que le peuple français
dans sa globalité, est contre. Daïk, est-ce que Ursula von der Leyen peut avancer sur ce traité en faisant fi de la position de la France ? Alors, de la position de la France, non. Du vote des députés, c'est autre chose. Parce que quand on dit que ça donne du poids à Michel Barnier pour aller après négocier dans les instances européennes, ça donne du poids aussi, mais ça peut aussi être un boulet. Parce qu'en fait, il faut rappeler juste, non, je m'explique, que cette demande de débat, c'est une demande de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi il le fait, cette demande de Jean-Luc Mélenchon ? Parce qu'il veut que Michel Barnier s'engage contre le Mercosur. Et si jamais Michel Barnier n'arrive pas à ses fins d'un point de vue diplomatique, parce que dans les instances européennes, la réponse, ça sera ni oui ni non. Si ça se trouve, une réponse subtile, équilibrée, où on partagera l'accord en deux. Bref, mais Jean-Luc Mélenchon pourra monter au credo en disant « Regardez, l'Europe nous empêche d'avoir un total pouvoir ». Donc c'est vrai que ce soir, cet après-midi, c'est une victoire politique pour Michel Barnier, puisqu'il va être soutenu par l'ensemble des forces politiques. Et dans la période où Michel Barnier va affronter de multiples difficultés, c'est bien pour lui. À moyen terme, il est quand même lesté d'une mission des représentants français qu'il doit mener à bien, sinon on dira que c'est un échec. La question de Fanny était, est-ce que ce vote peut aider la France à s'opposer au traité ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, c'est trop subtil. Oui, ce vote, arriver, s'opposer en montrant que c'est pas un parti qui s'oppose, mais la totalité des représentants français, ça ne peut pas faire de mal à la position française. Oui, sauf que si ça se trouve, il y aura un compromis, que Mélenchon, il dira, regardez, l'Europe nous empêche d'être totalement maître de notre destin. Je ne vous parle pas de politique française, je vous parle de politique européenne. européenne. Je vous propose qu'on rentre un petit peu maintenant dans le fond du dossier avec vous, Mathilde Pré. On l'a entendu dans le sujet en début d'émission. Les agriculteurs sont les premiers à dénoncer ce texte. Ils y voient une concurrence déloyale. Est-ce qu'ils peuvent avoir gain de cause sur vraiment les sujets qui fâchent ? Alors la difficulté, c'est que les négociations elles se sont terminées en juin 2019 avec un accord de principe, un accord technique sur le volet commercial. Et en fait, depuis l'été 2019, l'accord est au frigo en fait. Et donc il n'y a eu absolument aucune nouvelle discussion sur le contenu de l'accord. Il y a eu des discussions sur est-ce qu'il était opportun de signer un accord avec notamment le Brésil et octroyer des avantages commerciaux au Brésil qui était gouverné par un leader climato-sceptique qui revenait complètement sur les engagements du pays, par exemple sur la lutte contre le changement climatique. D'ailleurs, on peut s'étonner que ce soit plus un sujet maintenant avec l'Argentine gouvernée par Milei, alors même qu'il a rappelé ses ambassadeurs climat à la COP29 il y a quelques jours. Mais il y a eu absolument aucun changement sur l'équilibre de l'accord. Et là, dans les dernières négociations, puisque en ce moment même, les négociateurs sont réunis pour essayer de préparer le terrain pour la semaine prochaine, un atterrissage politique la semaine prochaine, en fait, on négocie sur un texte à part qui est un instrument additionnel qui vise à réaffirmer l'engagement des différentes parties sur des traités internationaux, notamment sur l'environnement, qu'ils ont déjà signés, mais ça ne modifierait absolument pas les équilibres qui ont été atteints dans la négociation commerciale et donc les concessions qui ont été faites sur le plan de l'agriculture face à ces grands pays agro-exportateurs qui sont les pays du Mercosur. Camille Harel, vous êtes en duplex avec nous. Ce qui se joue aussi, et ce que mettent en avant les agriculteurs, c'est aussi ce qu'il y a dans les assiettes des consommateurs. Est-ce qu'il y a des questions, effectivement, à se poser, de sujets qui pourraient se poser après une signature d'un tel accord ? En fait, justement, ce qui pose problème, c'est cette fameuse concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'en fait, les agriculteurs français, européens sont soumis à des règles très strictes au niveau de la production. Et ce n'est pas forcément les mêmes règles qu'on peut retrouver dans ces pays du Mercosur. Notamment, certains pays peuvent utiliser des hormones de croissance, du maïs OGM et certains pesticides que nous ne pouvons pas utiliser dans nos pays. Donc c'est pour ça que ça tique à ce niveau-là. Oui, mais après, est-ce qu'effectivement, il va y avoir dans les assiettes des Français des produits qui n'auront pas la même qualité, comme vous le disiez, avec de l'utilisation de pesticides ? Est-ce qu'il y a un danger pour la santé des Français ? Aujourd'hui, s'il n'y a pas de clause miroir, rien ne va empêcher ces pays-là d'avoir les mêmes systèmes de production que les nôtres. Après, problème de santé, il ne faut pas oublier que ces produits-là sont quand même déjà vendus et consommés par la population. Il y a certains distributeurs français qui commercialisent des viandes qui viennent de ces pays-là, donc ce n'est pas un danger pour la santé.
Donc c'est en fait des produits qui arrivent déjà effectivement en France. Vous vouliez réagir à Mathilde Dupuis? Oui, en effet, ces produits ils arrivent déjà puisque le Brésil c'est le deuxième pays d'importation de biens agricoles dans l'Union européenne. Donc il y a déjà des importations massives de ces pays-là avec des règles qui sont effectivement différentes en termes de standards. Ce qu'il faut voir, c'est que normalement on a fixé des règles sur les produits importés pour essayer de protéger la santé du consommateur avec des limites maximales de résidus, avec certaines interdictions par exemple sur la viande aux hormones. Par contre, il y a des sujets sur les normes de production et l'impact de ces méthodes de production sur l'environnement et la santé dans les pays de production qui là restent complètement vierges encore et sur lesquels il faut absolument avancer. Donc je pense notamment à l'utilisation des antibiotiques comme activateurs de croissance. Ça, c'est un vrai problème pour l'antibiorésistance à l'échelle mondiale et jusqu'à maintenant, l'Union européenne ne parvient pas à fixer des règles claires sur ce qui est importé des pays tiers. Et pareil sur la déforestation importée. L'Union européenne, elle avait adopté un texte en 2023 pour essayer de s'assurer que les produits importés ne sont pas impactants sur la déforestation et il est en train d'être affaibli, d'être rediscuté, de savoir quand est-ce qu'il pourrait rentrer en vigueur. Donc on le voit, les pays du Mercosur font partie des pays les plus actifs pour essayer de dissuader l'Union européenne de renforcer ses règles dans les matières sanitaires et phytosanitaires et environnementales. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et donc signer un accord nouveau avec des quotas d'importation supplémentaires, ça ne ferait que décupler ces difficultés-là. Oui. J'ai une question à vous deux et à notre interlocutrice en Skype sur les clauses miroirs, parce que j'entends que les opposants au traité réclament des clauses miroirs et disent que ce traité n'est pas acceptable dans l'État parce qu'il n'y a pas de clauses miroirs, et d'autres disent de toute façon ces clauses miroirs c'est factice, ça ne sert absolument à rien parce qu'on ne peut pas, donc on impose un certain nombre de contraintes à nos partenaires qu'on ne peut pas vérifier. Par exemple, sur les antibiotiques, il semble que ça soit assez compliqué de savoir si la viande brésilienne qui serait venue a été soignée aux antibiotiques ou pas. Quel est votre sentiment à vous? Est-ce que ces clauses miroirs, ça sert à quelque chose ou c'est pour amuser la galerie? Alors, si moi je peux répondre, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place des mesures miroirs, c'est-à-dire des mesures européennes, indépendamment des accords de libre-échange, qui fixent des règles pour les produits importés, quelle que soit leur origine, qu'on ait un accord ou pas avec le pays partenaire. Mais est-ce qu'on peut les vérifier ? Ça existe déjà, par exemple, sur la viande aux hormones. C'est-à-dire qu'on a dit que l'Union européenne n'importerait pas de viande traitée avec des hormones de croissance. Et donc, pour vérifier de l'application de ces règles, il y a des audits qui sont diligentés par la Direction générale de la santé sur place pour vérifier si dans les pays tiers, il y a effectivement un système de contrôle. On a les moyens d'aller vérifier toutes les fermes bovines du Brésil ? On ne vérifie pas les fermes une par une, on vérifie le système national de contrôle et de traçabilité. C'est fiable ? En tout cas, les rapports qui sont faits par la DG Santé montrent chaque fois qu'il y a des manquements importants. Ça a été le cas sur le Canada, c'est le cas là récemment sur les viandes brésiliennes où on a montré qu'on ne pouvait pas garantir qu'il n'y avait pas l'utilisation d'une hormone de croissance en particulier. Donc, ce qui montre quand même que ces contrôles-là fonctionnent puisqu'on arrive à détecter des manquements. Après, on pourrait tout à fait ajouter des nouvelles choses à contrôler dans le cadre de ces audits, par exemple sur l'utilisation des antibiotiques comme activateurs de croissance. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2009, quand il y avait une étude d'impact sur le développement durable de cet accord de commerce, l'étude disait que justement pour tous les produits qui sont sensibles pour l'environnement, donc la biodiversité, le climat ou la santé, il faudrait avoir des clauses miroirs, des exigences spécifiques, c'est-à-dire si on vous prend 100 000 tonnes de bœuf à droit réduit, il faut que ce soit du bœuf sans impact sur la déforestation, sans antibiotiques, etc. Et c'est quelque chose que l'Union européenne avait complètement balayé d'un revers de main en disant ça n'est pas le sujet d'un accord de commerce que de s'intéresser aux normes de production, ça relève des politiques nationales des États parties et donc on ne veut pas faire ça. Et aujourd'hui, on paye le prix de ce mépris-là, si je peux dire, puisque justement, on se rend compte que c'est plus possible en 2024 de dire qu'on se désintéresse de la façon dont les biens sont produits quand ça peut avoir des impacts aussi forts sur la déforestation ou la biodiversité. Camille Harel, vous êtes en direct avec nous. Peut-être une réponse à Gilles Bornstein sur ces contrôles, ces clauses miroirs.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que s'il y a des clauses miroirs qui sont instaurées, déjà, d'une certaine manière, ça rassure tout le monde. Et dans un second temps, on peut se dire que les contrôles ne seront pas systématiques sur tous les lots qui seront importés en France pour n'importe quel produit. Après, il existe déjà des systèmes d'audit et des contrôles finalement au cas par cas qui permettent de déceler quelquefois des problèmes qui peuvent avoir lieu. Donc, même si ce ne sera pas systématique, ça permet quand même de tester de temps à autre et éventuellement de voir s'il y a une faille dans la machine. Merci beaucoup Camille Harel d'avoir été en direct avec nous sur France Info et d'avoir répondu à nos questions. On a parlé de l'impact pour les agriculteurs, mais je voudrais qu'on voit l'impact de la suppression des droits de douane. Ce à quoi correspondent les taxes actuelles dans les produits échangés qui viennent d'Europe. Regardez ce tableau, puisqu'il y a quand même des secteurs qui pourraient gagner à cet accord, puisqu'on voit sur les voitures européennes, les taxes sont d'environ 35%, la chimie jusqu'à 18% de taxes, l'habillement jusqu'à 35%, le vin 27%. C'est donc des secteurs qui pourraient bénéficier d'un tel accord puisque des taxes seraient quasiment entièrement supprimées. Je vous propose qu'on retrouve en direct Jean-Marie Fabre. Bonjour, vous êtes en direct avec nous. Vous êtes vigneron au domaine de La Rochelier, président des vignerons indépendants de France. Merci d'être avec nous sur France Info. Qu'est-ce que vous en pensez de cet accord de libre-échange avec le Mercosur ? Bonjour. D'abord, vous dire que je suis aligné forcément sur la contestation que mène le monde agricole et les raisons ont été très clairement expliquées. Pour le vin, on est vraiment dans un enjeu très différent. On voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'enjeu de compétition ou d'inéquité de traitement sur le produit qui est un produit transformé et qui tire sa valeur, sa plus-value, à la fois de la notoriété et de l'image qu'ont les terroirs français, nos signes de qualité et puis les entreprises, les hommes et les femmes qui ont transformé ces produits. Et aujourd'hui, un des enjeux pour notre secteur de compétitivité, de développement, de consolidation se fera sur l'export et en particulier sur tous les pays tiers. Et donc, on a un véritable enjeu pour nous, c'est d'être compétitif, de pouvoir challenger ces nouvelles parts de marché qui s'ouvrent partout dans le monde, sur tous les pays où la croissance en consommation est aujourd'hui là. Et les pays qui sont dans les cadres du Mercosur font partie de ces pays cibles. Et aujourd'hui, pouvoir bénéficier de droits de douane nuls, c'est-à-dire de moins 25 à moins 30%, moins 27 exactement pour le vin, de droits d'entrée sur ce territoire, c'est forcément rendre plus facile la capacité à pouvoir conquérir ces parts de marché et partir surtout sur un pied d'égalité avec l'ensemble des producteurs mondiaux. Je pense à l'Australie, je pense à la Californie, à l'Afrique du Sud, qui eux aujourd'hui auront ces avantages que nous n'avons pas. Mathilde Dupré, on entend qu'il y a quand même des secteurs qui vont bénéficier de cet accord s'il est signé tel quel. Tout à fait, mais dans les travaux qu'on a réalisés pour l'Institut Veblen, ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de sélectivité dans les négociations commerciales. Et donc, aujourd'hui, on encourage les échanges des biens et services dans tous les domaines. Et par exemple, sur la chimie, on va aussi baisser les droits de douane sur les pesticides interdits que l'Union européenne continue de fabriquer et d'exporter vers ces pays. Le Brésil est le deuxième importateur de pesticides interdits de l'Union européenne. Et après, par effet boomerang, on rachète des produits qui ont été traités avec ces pesticides interdits. Donc, typiquement, on devrait pouvoir être beaucoup plus fin dans la façon dont on négocie ces accords et choisir de ne réduire les droits de douane que sur des biens et des services dont il est vraiment utile pour la société de booster les accords. Arnaud, mais on le voit, il y a des secteurs qui peuvent en profiter, notamment, on a vu sur ces chiffres, je ne sais pas si on peut les revoir, le secteur automobile, on l'a dit beaucoup, 35% de droits de douane sur les voitures qui viennent d'Europe. Ça peut être, effectivement, ça peut changer la donne. Oui, bon, moyen. C'était un peu un des slogans pour caricaturer un peu les accords de libre-échange qui étaient bœuf contre voiture. Oui. Bon, en vrai, sur les voitures, il y a un enjeu un peu limité. Alors déjà, quelque chose qui intéresse beaucoup cette industrie, comme toutes les industries, c'est les clauses miroirs dont vous parliez tout à l'heure. Il se trouve que dans l'automobile, c'est pas trop le sujet parce que l'Amérique du Sud, c'est un gros marché, certes, mais c'est pas une grosse puissance automobile. Il y a de la production automobile, mais surtout pour de la consommation intérieure.
je lis partout que les Allemands sont extrêmement favorables à cet accord parce que justement, ça leur permettrait d'exporter des Volkswagen, des BMW et des Mercedes. Donc, et de faire travailler toutes les PME du réseau exactement, tous les automobile. sous-traitants, etc. Donc, si vous dites finalement non. Il n'y a pas un enjeu majeur selon vous pour je parle aussi en tant que Français. Il y a encore aussi des constructeurs français qui produisent en Europe. Il y a deux catégories de constructeurs automobiles. Il y a ceux qui vont se focaliser sur des segments très premium, voire luxe. Donc, on pense à BMW, Mercedes ou aux marques Audi et Porsche au sein du groupe Volkswagen. Donc, et puis, il y a le reste. Alors, donc, ils y ont intérêt. Voilà. Pour ces marques premium, effectivement, la production, elle est en Europe, elle est même plus précisément en Allemagne, et ça donne lieu à des exportations depuis l'Europe vers le Brésil. Et du coup, ces produits-là sont taxés à hauteur de jusqu'à 35% en droits de douane. En revanche, s'agissant des constructeurs d'origine française, ou franco-italo-américaine, s'agissant de Stellantis, c'est autre chose. Et c'est aussi à ce titre-là, Gilles, que je m'exprimais, c'est-à-dire que Renault vend beaucoup en Amérique du Sud, mais produit beaucoup en Amérique du Sud. Ils ont un site industriel à Curitiba. Stellantis a des sites industriels pour Citroën, Porto Real, et puis pour Fiat à Béthune. Donc il y a une production localisée. Comme la production elle est localisée, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de droit de douane. Vous voulez dire, en fait, pour les entreprises françaises, les grosses entreprises françaises, ça ne va pas forcément changer grand-chose, puisque les voitures, en fait, sont produites sur place. Pour ces constructeurs-là, effectivement, les véhicules, ils sont produits sur place pour deux raisons, d'ailleurs. La première, c'est que c'est beaucoup des véhicules d'entrée de gamme, donc qui ne supportent pas forcément des coûts de production très élevés, tels que pratiqués en Europe, et puis on peut moins de facilité pour payer le transport. Et puis la deuxième raison, c'est qu'ils produisent des modèles qui sont assez adaptés au marché sud-américain. Parce que vous dites que ça n'aide même pas l'industrie, cet accord n'aiderait même pas l'industrie automobile française. En revanche, elle aiderait beaucoup l'industrie automobile allemande. Mais ce qui aide nos partenaires allemands nous aide, j'imagine, aussi. Alors, je pondère un petit peu. Je veux bien qu'on soit ravis de la crèche, mais si vous dites que c'est produit en Allemagne, que c'est des voitures allemandes fabriquées en Allemagne avec des sous-traitants allemands, ça nous aide philosophiquement. Mais enfin, ça aide surtout le marché de l'emploi allemand. Alors, il y a beaucoup d'équipementiers français qui produisent pour le compte d'assembleurs, entre guillemets, allemands. Et puis même pour des Renault et des Stellantis, par exemple, il y a un assemblage sur place, effectivement. Par contre, il y a des pièces détachées qui sont importés. Et puis ce qui est importé aussi, c'est ce qu'on appelle un complément de catalogue. Il y a une majorité de modèles produits sur place, mais il y a d'autres modèles vendus en concession sud-américaine, notamment brésilienne, qui sont importés depuis l'Europe et qui donc là, aujourd'hui, subissent ces droits de douane jusqu'à 35%. Alors, je voudrais qu'on revienne à la question des agriculteurs, puisque en ce moment même, la coordination rurale appelle à un rassemblement devant le Parlement européen à Strasbourg pour s'opposer à cet accord avec le Mercosur. Des députés, dont Marion Maréchal, sont venus leur apporter leur soutien. Mais les agriculteurs sur place, vous allez le voir, doutent beaucoup du pouvoir des politiques. Écoutez. Vous êtes bloqués ? Oui, comme des chiens. Il n'y a aucun respect, quoi. On est arrivé là, on nous a parqués là. On n'est pas venu là pour casser, on est venu là pour discuter. Puis on a des députés qui viennent, mais bon, il y a un moment, il faudrait se mettre au boulot parce qu'il n'y a pas que la France qui bloquera l'Europe, quoi. Il faut qu'il soit 4 avec 35% des voix, donc on est encore loin du compte, quoi. Donc c'est bien beau de toujours venir nous voir, dire on va faire ça, mais la France ne fera rien toute seule, quoi. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est vraiment abandonné de l'Europe, quoi. Jean-Marie Fabre, vous êtes toujours en direct avec nous. On le disait tout à l'heure, c'est quand même un accord qui est plutôt favorable au secteur du vin. Mais est-ce que tout de même, vous soutenez la mobilisation des agriculteurs ? On vient de le voir. Oui, totalement. C'est ce que je disais dans mon préalable de tout à l'heure. Je disais que nous sommes d'accord à 200% avec cette position aujourd'hui de l'agriculture française qui produit avec des normes, avec une réglementation, avec au niveau sanitaire ou environnemental des obligations et des contraintes et qui finalement vont se voir en termes de distorsion imposer une concurrence totalement déloyale. Et je trouve qu'ils ont totalement et parfaitement raison. Mais c'est par contre très différent pour notre secteur, encore une fois, où on ne craint pas cette concurrence, cette inéquité, parce que ce qui fait la valeur du produit du vin, ce n'est pas que la matière première, c'est tout ce qui va avec la notion de qualité, de terroir. Et la France a besoin d'aller conquérir ses parts de marché. Je rappelle que le secteur viticole, c'est un des tout premiers secteurs de la performance commerciale française à l'export. 2e ou 3e selon les années dans la balance commerciale française. C'est 500 000 emplois sur les territoires. Et l'avenir de notre secteur passera forcément
par la capacité à construire des accords, alors bilatéraux ou des accords globaux de commerce. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'en permanence, on ait des accords dans un paquet global et où parfois les secteurs comme le nôtre deviennent finalement victimes collatérales de l'inéquité qu'on fait vivre à d'autres secteurs et qu'on partage et qu'on comprend, mais qui finalement nous pénalise dans notre capacité à être performants en matière de commerce au grand export. Jusqu'où il faut aller, selon vous, dans cette mobilisation des agriculteurs ? Moi, je pense qu'il faut qu'ils aillent jusqu'au bout parce que sinon, ça voudrait dire qu'on condamne et aujourd'hui qu'on signe finalement l'arrêt de mort sur l'autel d'une compétitivité déloyale. Je crois que quand on fait un match, quand on rentre sur un terrain, il faut que les règles soient les mêmes. Bien sûr que les forces en présence ensuite peuvent s'exprimer, mais on ne peut pas accepter de rentrer avec des règles qui sont tronquées. Donc ils ont raison d'aller jusqu'au bout et qu'en fait, on assume pleinement la volonté qui est celle de la France et ou de l'Europe d'imposer à notre agriculture, d'imposer à nos agriculteurs, d'imposer à cette industrie lourde et massive de l'alimentation européenne et française des règles et de les imposer à tout ce qui pourrait rentrer dans l'ensemble de notre périmètre communautaire. Je crois que c'est capital. D'un autre côté, il faut aussi qu'on aille jusqu'au bout en matière de négociation pour notre secteur. Permettez-moi de dire qu'il faut sortir de cette position du cul entre deux chaises où chaque fois qu'on a quelque chose d'intéressant pour un secteur, ça devient forcément très contraignant pour un autre. Et il faudrait faire des paquets d'accords dans lesquels l'énergie, la technologie, on parle du luxe, on parle de l'aéronautique ou du vin, puissent être en clause, en accord miroir avec les intérêts dans d'autres pays et dans d'autres partenaires commerciaux et réellement sanctuariser l'alimentation, la production agricole dans des types d'accords qui préservent à la fois la santé, la biodiversité, mais la performance de l'agriculture française, bien évidemment, et européenne. Alors, je vous propose qu'on écoute Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, principal syndicat agricole. Il s'est exprimé évidemment sur cette mobilisation. Écoutez, moi j'observe qu'un certain nombre de pays sont en train de modifier leur position. L'Italie, la Pologne. L'Italie, la Pologne commencent à se poser la question. Vous savez, pour nous, cette bataille, elle est existentielle. On ne va pas délocaliser nos entreprises. Donc nous, ce combat, on doit le mener. Et puis ensuite, nous verrons bien si les pays européens prennent conscience de l'importance de la souveraineté alimentaire. Nous, on est pro-européens, mais on ne peut pas accepter qu'on nous mette des contraintes chez nous et que ça soit la porte ouverte aux autres. Donc on a dit qu'on était prêt à continuer à échanger, mais pas dans ces conditions. C'est réciprocité, traçabilité, respect des accords de Paris. Jean-Marie Fabre, est-ce que vous avez l'espoir que la France puisse obtenir gain de cause, avoir le soutien et peut-être une minorité de blocage avec d'autres pays européens ? Je pense qu'encore une fois, les combats perdus sont ceux qui ne sont pas menés. Donc, est-ce qu'on garde espoir ? Oui, sinon, il ne faut pas mener le combat. Et donc, toute cause perdue est souvent celle qui n'a pas été engagée. De notre côté, on verra aussi si la France a véritablement ce poids d'un secteur stratégique qui était celui de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Pendant longtemps, on a été ce poids lourd européen. J'espère qu'on a gardé à la fois cette zone d'influence, ce poids. Ça me fait penser à ce qu'on vit outre-Atlantique et on voit bien que le patriotisme économique, le protectionnisme tel que porté par l'administration qui sera demain en exercice aux États-Unis est quelque chose qui a retenu l'adhésion de l'ensemble des Américains. J'espère qu'au niveau français et européen, on aura cette même force, pour la France en tout cas au niveau européen, de faire entendre sur ce volet-là, en tout cas, une fin de non-recevoir sur les accords du Mercosur pour l'agriculture tels qu'ils sont signés aujourd'hui ou en passe d'être signés. Merci beaucoup Jean-Marie Fabre d'avoir été en direct avec nous sur France Info. Mathilde Dupré, est-ce que la France peut convaincre d'autres pays européens sur ces sujets-là ? Alors visiblement, c'est ce qu'elle est en train de faire. Peut-être on peut regretter qu'elle le fasse un peu tardivement, puisqu'on a l'impression qu'il ne s'est rien passé pendant 4 ans. Mais là, effectivement, on a eu aujourd'hui confirmation que la Pologne s'opposerait à l'accord en l'état. Donc Pologne, France, abstention de la Belgique. Par exemple, il suffirait que l'Italie s'abstienne pour qu'il y ait une minorité de blocage de l'accord. Si toutefois, c'est le découpage de l'accord qui est retenu comme la procédure de ratification, ce qui n'est pas encore complètement clair non plus. Donc les jeux ne sont pas encore faits. Après, on connaît aussi la force de persuasion de la Commission européenne dans ce genre de moment. On a vécu un peu la même chose autour de l'accord UE-Canada en 2016 quand la Wallonie avait fait valoir un certain nombre d'inquiétudes. Donc on va voir ce qui se passe. Ce qui est certain, c'est que année après année, on rejoue un peu le même feuilleton
feuilleton où on nous dit c'est maintenant ou jamais, c'est notre crédibilité qui est en jeu, etc. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne met jamais le temps qui s'écoule à profit pour essayer de modifier un petit peu les contenus de ces discussions, voire de revoir la copie, puisque maintenant on aurait déjà eu 5 ans pour le faire si on s'y était mis dès les premières réticences exprimées. Alors, je voudrais qu'on en vienne à ce sujet, qui est une des conséquences de ces tensions sur le Mercosur. Vive tension entre le Brésil et Carrefour. Le PDG, Alexandre Bompard, a annoncé que son groupe ne vendrait pas en France de viande provenant du Brésil. On va en parler avec Florence Tomaso à la rédaction internationale de France 24. Bonjour Florence, les autorités brésiliennes ont aussitôt riposté. Oui, tout à fait. Cette annonce d'Alexandre Bompard a provoqué évidemment la fureur du gouverneur de l'État du Mato Grosso, qui est une grande région agricole au Brésil. Mauro Mendes a lancé un appel au boycott des magasins Carrefour implantés dans son pays. Et dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le gouverneur a déclaré que si le Brésil ne pouvait pas vendre de la viande au groupe français, il ne serait pas possible pour le groupe Carrefour de vendre des produits français. Alors concrètement, plusieurs industriels de la viande au Brésil ont arrêté l'approvisionnement de la filiale locale de Carrefour. C'est en tout cas ce que celle-ci a déclaré, sans confirmation pour le moment de la part des industriels, mais aucune pénurie ne serait à déplorer pour le moment. En tout cas, le ministre brésilien de l'Agriculture s'est félicité de ce boycott car selon lui, l'annonce de Carrefour est une action orchestrée de la part d'entreprises françaises pour saboter les négociations commerciales entre l'Union européenne et ce marché commun du Sud qui est le Mercosur et qui rassemble notamment l'Argentine et le Brésil. Le Brésil dénonce donc une posture protectionniste. Et du côté français, Alexandre Bompard essaye d'éteindre le feu. Il dit regretter que son annonce ait été perçue comme une remise en cause de son partenariat avec l'agriculture brésilienne. Mais il a en effet redit dans un courrier à la FNSEA son soutien au monde agricole français, en expliquant le risque de débordement sur le marché français d'une production de viande ne respectant pas ses exigences et ses normes. Il craint une concurrence déloyale dans la droite ligne d'Emmanuel Macron, qui ne veut pas, on le sait, signer cet accord car il n'en est pas satisfait. Et même si le président affirme que la France n'est pas isolée dans son opposition, on vient d'en parler, l'Union européenne envisage tout de même de signer l'accord d'ici la fin de l'année, mais son entrée en application devrait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains volets du texte. Merci beaucoup Florence Tomaso, en direct de la rédaction internationale de France 24. Merci à vous Mathilde Dupré sur cette position, cette déclaration d'Alexandre Bompard, PDG de Carrefour. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a eu raison de prendre position comme ça? En tout cas, ça montre, je pense, la situation très, très explosive que nous vivons en France et qui est parfois mal perçue de la part des États tiers. Et on voit que ce qui peut apparaître comme une décision de bon sens en France crée des étincelles côté Mercosur. En même temps, ça fait longtemps. Il y a un groupe comme Casino qui est poursuivi en justice pour avoir commercialisé de la viande du Mercosur, et notamment parce que elle a de l'impact sur la déforestation et sur des cas de travail forcé. Donc ça peut aussi être à double tranchant pour un groupe de commercialiser certaines viandes sans avoir suffisamment la capacité de tracer l'origine et les conditions de production. En tout cas, on est au cœur du débat. Arnaud Aimé, est-ce que la France, on le disait tout à l'heure, est-ce que la France peut avoir gain de cause? Est-ce qu'elle peut convaincre ses partenaires européens sur ces différents sujets? Parce qu'on le disait, il y en a certains, dont l'Allemagne, qui a plutôt intérêt pour ses voitures. Donc, comment ça peut avancer? Un pouvoir un petit peu limité. Cela dit, juste pour revenir sur le point d'avant, sur l'annonce du PDG de Carrefour. Si les appels au boycott de la part de politiciens avaient un réel impact sur le comportement des consommateurs, ça se saurait. Donc on verra bien ce qui se passe, mais quand on est politicien, on a raison, je pense, de faire ces appels au boycott, mais avec un impact probablement assez limité. Pour revenir à votre question, je pense qu'on voit bien avec ce sujet-là qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'échelle européenne. Sur ce sujet, Gilles le rappelait tout à l'heure, ça se passe beaucoup au niveau des États et du gouvernement, mais il y a aussi pas mal de sujets qui se traitent au niveau du Parlement européen et l'agenda est défini par le Parlement européen. Et ce qu'on peut regretter, c'est aussi, me semble-t-il, une certaine perte d'influence
de la France en Europe depuis les élections européennes, c'est-à-dire que le parti, le groupe majoritaire au Parlement européen, qui est le centre et la droite, qui donne l'agenda en fait d'ensemble, il a très peu de représentants français, parce que nous, les Français, on a plutôt voté pour le Rassemblement national, évidemment, et puis dans une moindre mesure à gauche. Donc c'est vrai qu'on a moins voix au chapitre dans le groupe majoritaire qui définit l'agenda. Gilles, est-ce que aussi la position de la France, la position de politique intérieure de la France fragilise sa voix, même si là, on va peut-être voir les images, hein, il y a le débat qui se déroule en ce moment à l'Assemblée nationale, il va y avoir un vote, a priori quasiment unanime. Là, on voit la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui prend la parole hein, pour confirmer que le gouvernement ne soutient pas ce traité tel qu'il est. Est-ce que, malgré tout, quand même, la voix de la France, comme le disait à l'instant Arnaud Aimé, est quand même affaiblie ? Oui, forcément, la voix de la France est affaiblie parce que la France n'a pas vraiment de majorité. On a eu un président qui, pendant 7 ans, qui est l'aîné autour de la table du Conseil, qui est celui qui est le président, enfin le chef d'État ou de gouvernement qui est au pouvoir depuis le plus longtemps, qui a eu un rôle important en Europe, qu'il a de moins en moins, tout simplement parce qu'il ne dirige même plus son propre pays. Si on veut relativiser, on peut dire que c'est la même chose pour le chancelier Scholz, puisque il se trouve qu'en ce moment, les 2 pays les plus importants de l'Europe sont, pour des raisons différentes, dans des positions politiques compliquées. Emmanuel Macron, parce qu'il n'a plus réellement le pouvoir. Olaf Scholz, parce que sa coalition s'est brisée et qu'il va au-devant d'élections compliquées dont tout le monde dit qu'il va les perdre. Donc la voix des 2 puissances. Alors l'un est pour le Mercosur, l'Allemagne, l'autre est contre, la France. Mais c'est vrai que la voix de ceux qui doivent être les 2 interlocuteurs les plus importants sur la scène européenne en ce moment est une voix plutôt affaiblie en ce moment. C'est pour ça que c'est particulièrement important pour le président de la République et pour le Premier ministre d'avoir ce vote unanime des Français pour montrer qu'au-delà de la position, au-delà de la crise politique en France ou de la situation un petit peu compliquée, eh bien, cette cause transcende les différences et que c'est toute la France, malgré les oppositions, que c'est toute la France qui est contre. Arnaud Aimé, je vous voyais acquiescer. Oui, évidemment. Gilles parlait des exécutifs nationaux, mais je reviens sur le sujet de la représentation au Parlement européen. Je pense que quand on vote aux européennes, il faut aussi voter avec une considération un petit peu tactique. Est-ce qu'on veut avoir voix au chapitre ? Est-ce qu'on veut être bien représenté dans le groupe majoritaire qui fixe les agendas ou pas ? Merci beaucoup Arnaud Aimé d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Mathilde Dupré, merci Gilles Bornstein, notre éditorialiste politique. Merci à tous les 3 et merci à nos invités en duplex d'avoir été avec nous sur France Info cet après-midi.